C'est l'heure de vos informations matinales et vous faites bien de suivre RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Il est en visite de travail au Maroc. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur, a découvert pour comprendre le fonctionnement d'un réceptif hôtelier écologique et d'une ferme agro-pastorale. Un concept innovant développé par l'Université internationale d'Agadir, la 4e ville du royaume chérifien. Abiba Dambélé est notre envoyé spécial au Maroc. Son reportage est commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. L'hôtel d'application de l'Université internationale d'Agadir est situé à une vingtaine de kilomètres du centre de cette ville touristique. Un réceptif qui accueille une clientèle variée et de qualité. Ce réceptif est d'abord un centre d'apprentissage pour les étudiants des filières touristiques et hôtelières. L'espace offre de la restauration, des hébergements de standing construits avec des matériaux écologiques. L'autre attraction est sans nul doute le parc animalier et ses nombreuses espèces, parmi lesquelles de gros ruminants, des oiseaux qui en ajoutent au charme de ce lieu. Des espèces rares, importées de pays lointains, toutes protégées dans des enclos joliment aménagés. Une véritable attraction touristique. Le ministre Diawara est séduit. Nous avons constaté un certain nombre de choses dont nous allons nous inspirer dans nos structures universitaires. C'est-à-dire que la séparation entre la fonction enseignement supérieur et recherche scientifique et la fonction production, de telle sorte que la partie production puisse générer des ressources propres pour l'université. Nous sommes au début de notre visite de l'université, mais croyez-moi, ce que nous avons vu déjà est assez édifiant. Et nous allons nous en inspirer considérablement, ne serait-ce que pour les nouvelles universités telles que l'université de Bondoukou ou de San Pedro, où on a suffisamment d'espace pour développer ce type de projet. La présidente de l'Université internationale d'Agadir nous explique sa vision. Ce projet est venu juste au fait offrir un service pour l'ensemble pour l'université. Alors nous accueillons tous nos notables ici au niveau de ce projet et nous accueillons nos étudiants, on leur organise la journée d'intégration et bien sûr il y a même des projets de recherche dans le domaine agricole qui se font ici. Cap sur la ferme agro-pastorale qui s'étend sur une superficie de 400 hectares. Elle offre l'opportunité aux étudiants des filières agronomie de passer de la théorie à la pratique. Ici, on cultive des agrumes, du maïs, du haricot, du poivron, des pêches. Toutes ces productions génèrent des revenus propres à l'université. La délégation ministérielle a eu droit à une petite séance de dégustation. En économie, traçabilité du cacao durable, la société civile et l'Union européenne s'y mettent à la clé des outils pour consolider la traçabilité du cacao et la bonne gouvernance de la filière. Remise de ces outils au cours d'une table ronde avec des organismes de certification, témoins Constant Kokora et Jean-Marc Diadji. Réunis autour du thème « Défis et opportunités de la traçabilité dans la filière cacao en Côte d'Ivoire », les acteurs de la société civile ivoirienne ont décidé de structurer et renforcer les capacités de communication et de plaidoyer autour de la question du cacao durable. Il s'agit pour les participants de présenter de façon concrète le concept de traçabilité de façon générale ainsi que son application à la filière cacao avec un focus sur le cadre réglementaire. Nous, en tant que société civile, notre rôle, on est engagé avec les coopératives à améliorer les conditions de vie des producteurs. C'est de faire en sorte que une part de cette valeur puisse revenir aux producteurs. À travers une implication active des producteurs, l'Union européenne souhaite construire et alimenter un dialogue sectoriel avec les autorités ivoiriennes et toutes les parties prenantes. L'enjeu, c'est que la Côte d'Ivoire soit prête avec un système de traçabilité efficace qui lui permette d'être un des premiers acteurs qui puisse placer du cacao, par exemple, sur le marché européen. Plusieurs panels ont été animés pour mieux porter la réflexion. Cofinancé par l'Union européenne et le consortium INCOTA, le projet renforcement de la société civile pour la bonne gouvernance de la filière cacao est prévu durer 3 ans. Stabilité aux frontières nord de notre pays. Le Japon fait don d'1,8 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. 3 localités, Ouangolodougou, Teini et Doropo, verront leurs infrastructures de base renforcées. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations
dans ces zones déjà fragilisées par l'insuffisance des équipements socio-économiques, mais qui reçoivent d'importants flux de réfugiés fuyant les attaques et menaces terroristes dans les pays limitrophes. Walter Amadou Ouattara. Cette signature de protocole d'accord entre la JICA, le PNUD et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité donne de l'espoir aux élus des régions du Kyologo et du Bunkani, des zones qui accueillent en ce moment près de 37 000 réfugiés qui fuient les crises sécuritaires dans les pays frontaliers du Nord. Ce projet va venir vraiment nous aider, surtout les infrastructures, on en a vraiment besoin. Voilà, les écoles et autres pour pouvoir, puisqu'ils ont des enfants, voilà, pouvoir les scolariser. C'est vrai que le gouvernement nous a aidés à les installer, mais tout le monde n'a pas pu être dans les bâtiments qu'ils ont eu à construire. Et je pense que ce projet-là, c'est vraiment un appui. Le PNUD et le Japon affichent ainsi leur volonté de soutenir la Côte d'Ivoire dans le maintien de la quiétude et la stabilité dans les régions impactées par ce flux de réfugiés. Il vise à contribuer significativement à la stabilité sociale et au développement des régions du nord de la Côte d'Ivoire, pays ami du Japon. Je voudrais à cette occasion saluer les efforts du gouvernement qui très rapidement a mis en place, à travers le Conseil national de sécurité, un dispositif d'assistance qui a permis l'identification et l'aménagement de sites de relocalisation pour les demandeurs d'asile. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire au pays donateur. Au regard des énormes avantages qu'offre le projet d'amélioration des infrastructures sociales des collectivités locales du nord de la Côte d'Ivoire, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, mes sincères remerciements aux partenaires qui ont accepté de nous accompagner dans cette initiative, au gouvernement et au peuple ami du Japon, qui par l'entremise de son agence de coopération en Côte d'Ivoire a bien voulu octroyer l'important financement un peu plus de 1,8 milliard de francs CFA, qui permet la mise en œuvre du présent projet. Grâce à cette aide du Japon, plusieurs infrastructures sociales de base seront réalisées. Direction Ouagadougou à vélo pour le 34e tour du Faso. La première étape est longue de 144 km, une course en ligne remportée à l'arraché par le Burkinabé Paul Domon. Le point de nos envoyés spéciaux Salif Ouattara et Barnabé Kona. Au forceps, Paul Domon du Burkina Faso impose en 3h38 minutes 35 secondes sa roue à l'arrivée de la première étape du 34e tour du Faso. Les 144 km reliant Ouagadougou à Pau ont connu plusieurs échappées, mais celle à l'entrée de la ville de Pau a dessiné le trio gagnant. À côté du maillot jaune, Paul Domon se positionne sur la deuxième marche du podium, le Belge Wouters Rudger. Et sur la troisième marche, le Marocain El Houssen. Le tout sans écart réel entre les principaux challengers. On va respecter le maillot jaune et on va devoir le défendre. On sait que la bataille sera difficile. Donc, mais on est prêt et mentalement on est préparé, physiquement on est préparé. Donc on va se battre encore et encore. 8e à l'arrivée de cette première étape, Abou Sanogo, le capitaine des éléphants cyclistes, se positionne comme le meilleur Ivoirien avec un retard de 40 secondes sur le maillot jaune. C'est la première étape, il y a encore 9 étapes. Ça vient de commencer. Les tours, c'est pas facile. Avec la fatigue, mais on va essayer de mieux récupérer. Ce samedi 28 octobre, pour la deuxième étape, les 71 coureurs du Tour du Faso ont 107 km 200 à parcourir entre le village de Niorida au centre-sud et Zignari dans le plateau central. Ouvrons la page culture de ce journal à Grand-Bassam avec l'Abissa 2023. C'est ce dimanche que s'ouvre le Siedou, la deuxième étape de cette fête populaire Nzima Kotoko. À Azuriti, cérémonie pour matérialiser le Siedou, pendant qu'à Petit Paris, on s'attelle à améliorer sa santé avant le show. Victorien Angwa. Nana Kendia Tano Patrice, candidat au dépistage de l'hypertension artérielle, mais aussi pour bénéficier des conseils nutritionnistes, histoire d'éviter les AVC et l'obésité.
Et c'est la gratuité, tout est gratuit. Moi-même qui ai les moyens, je suis venu me faire dépister. Je demande à ce que tout le monde accepte de se faire dépister et de chercher à comprendre, anticiper les maladies qui sont dans le corps. Nous sommes au domicile du premier responsable du quartier Petit Paris de Grand Bassam, site choisi par la commission santé du comité d'organisation de la BISA 2023. On a voulu centraliser toutes ces équipes sur place parce qu'on a remarqué, et c'est un constat, mais nos parents de quartier France ne s'intéressent pas aux activités que nous menons. Et on souhaiterait qu'à partir de maintenant, vu ce qui se passe à Petit Paris, qui s'accapare la campagne de dépistation qu'on fait chaque année. 3 jours de séance de dépistage aussi pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Objectif, amener les populations à se familiariser avec le corps médical et les centres de santé. Les Bassamois ne se sont pas mobilisés comme on le voulait, mais nous sommes là encore demain. On espère que demain, vraiment, il y aura une ruée de personnes pour venir se faire dépister. Activité exécutée en prélude au Guazo, comme ici à Azureti, la matérialisation du Siedou. Réconciliation et paix retrouvée en présence du chef du village d'Azureti. En attendant la deuxième étape de la BISA 2023. À Bondoukou, chez les Brons, c'est la Daye Kessié Festival qui marque le nouvel an. L'événement est à sa 8e édition cette année. Il a mobilisé 2 ministres d'État, le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'Agriculture. Les 2 membres du gouvernement veulent une promotion plus accrue de la Daye Kessié Festival et sa contribution à l'augmentation de la production vivrière. On en parle avec Herman Niamia. 8e édition de la Daye Kessié Festival. L'événement gagne en maturité et en popularité. Comme chaque année, le roi des Brons, Sa Majesté Nana Kwasi Atengra Adjumani, a convié son peuple et ses invités à la célébration de la fête de l'Igname qui marque le nouvel an chez le peuple Bron. Comme à l'accoutumée, la parade du roi, des chefs de province et de canton a été la grande attraction de ce festival qui a enregistré la présence de plusieurs festivaliers venus de tout le pays, d'Afrique du Sud, du Bénin, du Nigeria, ainsi que des officiers français et américains en poste dans leurs ambassades respectives. La Daye Kessié Festival est certes un événement à caractère touristique, culturel, artistique et mémoriel, mais la Daye Kessié Festival demeure dans l'ère du temps présent en impliquant les jeunes. C'est un appel à retourner à nos valeurs premières. L'édition 2023 de la Daye Kessié Festival a eu pour thème transmission intergénérationnelle de nos us et coutumes. Une occasion pour le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, représentant la présidente du Sénat, Kandia Kamara, patronne de la cérémonie, d'exhorter les initiateurs de la Daye Kessié Festival à produire des supports de tout genre qui puissent promouvoir l'événement à l'étranger via les missions diplomatiques. Réellement, il y a l'attractivité culturelle et touristique de notre pays mérite une dimension plus importante comme le Bobo Kamara et la BISA. C'est pourquoi mon département ministériel, de par son caractère transversal et ses attributions, se sent concerné par la Daye Kessié et est disposé à contribuer à la promotion de ce festival. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a félicité les initiateurs de la Daye Kessié Festival qui contribuent ainsi à la pérennisation de la culture Bron. Il a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour sa reconduction au gouvernement avant d'inviter les populations ivoiriennes à intensifier les productions vivrières afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays. Quand on parle de production vivrière, cela veut dire que nous devons désormais nous battre pour produire davantage ce que nous consommons. À cette clôture de la 8e édition de la Daye Kessié Festival, les initiateurs ont procédé à la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe de la cohésion régionale du Gontoubé. Des femmes et des hommes trahis, vilipendés et rejetés pour avoir fait confiance, des familles jadis soudées mais aujourd'hui séparées par les vicissitudes de la vie, il y en a, et c'est l'écrivaine Anzata Ouattara qui en parle à travers Les coups de la vie, tome 8, sa dernière œuvre, un recueil de 12 nouvelles dédicacées en présence de nos reporters Chris Diomandé et Franck Quadio.
Les coups de la vie, tome 8. C'est le titre de l'œuvre de 91 pages de l'Ivoirienne Anzata Ouattara. Les sujets de prédilection restent liés à l'amour, le mariage, la confiance et les secrets des familles. Anzata Ouattara s'adresse aux jeunes en quête d'expérience de vie, aux adultes qui ont besoin de connaître l'être humain, à la femme qui aspire à la stabilité et à l'homme qui souhaite se construire. Ce sont des tranches de vie, ce sont des situations difficiles, je dirais des déboires que certaines personnes ont vécues et qui ont bien voulu me confier ces histoires-là. Et moi, je traite ces histoires que je publie dans le but de permettre à mon public de tirer des leçons de vie. Cette fois-ci, on a des thématiques d'actualité comme l'excision, la drogue, l'infidélité, la trahison, entre autres le mariage à tout prix, toujours dans le but de sensibiliser, d'édifier, d'informer et d'éduquer surtout. Les coups de la vie, c'est 12 nouvelles qui restent dans la dynamique des prédécesseurs du point de vue de la phraséologie. Je pense que pour une aventure littéraire, les coups de la vie, tome 8, c'est vraiment expression de la pérennité et de la capacité de l'artiste à se réinventer, à poursuivre ce qu'elle a démarré il y a de cela quelques années. C'est un roman, on va dire, qui se lit, qui se laisse lire et qui nous permet de découvrir en tout cas tous les coups, on va dire, de la vie. Ce sont des histoires souvent qu'on a vécues, des histoires vécues par d'autres personnes qu'on connaît. Et c'est toujours avec empressement qu'on participe à sa cérémonie de dédicace. Le tome 8 donc, des coups de la vie vient pour relancer l'élan pris par l'auteur Anzata Ouattara, qui déjà a une plume bien connue, tant au plan national qu'international, et qui, à chacune donc, de ses productions littéraires, nous ramène dans notre vie de tous les jours. Journaliste, écrivaine, Anzata Ouattara est l'auteur de plusieurs œuvres, notamment Altiné, Mon unique péché, Safora et La révolte d'Agba le Manioc. En 2021, elle reçoit le prix littéraire d'Afrique et de la diaspora, décerné par l'Académie des Baobabs, et le 3e prix d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire en 2022. Vous l'avez suivi, c'était plutôt un commentaire signé Jean-Marc Diadji. En bref, et pour terminer par l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, pour la 4e fois, champion du monde de rugby, en battant en finale la Nouvelle-Zélande. Fin de ce journal, à la suite de l'information avec Hamza Diaby. Moi, je vous retrouve dans 4 jours. En attendant, Régis Kofi sera chez vous pour le 6h30 de RTI 1. Bon dimanche.